Voilà, alors on va attaquer cet après-midi puisqu'il est pratiquement 14h40 et que nous tenons à respecter les timings parce que vous êtes à distance et que vous organisez votre emploi du temps et on vous en remercie en fonction de ces tables rondes et des sujets que vous avez choisis, hein, c'est le principe. N'oubliez pas qu'il y a aussi un rendez-vous demain. Alors Patrice n'a pas évoqué la prochaine université, elle est plus ou moins dans les tuyaux, Patrice. On en reparlera, en tout cas la date n'est pas encore fixée, mais ça c'était un moyen de se retrouver, de recréer ce collectif, à la fois ici à l'espace Van Gogh sur les quais de Seine à Paris, et puis aussi à distance avec vous qui êtes très nombreux et très nombreuses à être connectés. Voilà, 14h40 pile, 50 ans de réforme. Quelle évolution pédagogique, voire même quelle révolution pédagogique, quels engagements et responsabilités de l'écosystème des compétences. On va en parler, l'angle pédagogique, l'enrichissement des pratiques de formation, d'accompagnement. Et depuis la loi Delors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recherches, d'innovation sur ces questions de l'adulte apprenant, comme on dit, des pratiques pédagogiques et de la place de l'entreprise comme lieu de ressources pour les apprentissages. Là encore, on en a parlé ce matin, les prestataires de formation, comment est-ce qu'ils intègrent les travaux de la recherche, sur quels acteurs s'appuyer. Il y a beaucoup de sujets. On va les évoquer avec nos experts, nos praticiens, nos chercheurs qui vont nous éclairer. Vous allez les accueillir chaleureusement. Antoine Amiel nous rejoint. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Venez près de moi, Antoine. Ou alors mettez-vous là-bas, voilà, on va faire le cercle comme ça, volontiers. J'appelle aussi Pascal Dortois qui est avec nous. Merci Pascal de vous mettre aux côtés, vous pouvez l'applaudir d'Antoine Amiel. J'appelle aussi Philippe Carré. Merci Philippe Carré de nous rejoindre. Venez ici, voilà. J'appelle aussi Nathalie Leprat qui nous rejoint. Elle est là. Venez Nathalie, on peut l'applaudir. Il y a aussi Caroline Terré qui est avec nous. Merci de l'accueillir. Et puis j'appelle enfin Nora Yenek. Venez ici Nora, venez près de moi pour évoquer tous ces sujets avec vous. Voilà, l'idée c'est on est parti sur un parti pris, hein, donner la parole à la recherche, décryptage et éclairage. Comment est-ce qu'on apprend, hein, quelle utilité, quelle efficacité et durabilité des actes de formation? Qu'est-ce qui reste? Voilà, et au-delà des négociations, on a parlé de ce volet social ce matin en particulier, ben, il y a une question de compréhension et d'appropriation de la formation. On peut parler, beaucoup parlent aujourd'hui du UX, hein, cette fameuse expérience utilisateur. Quelle est-elle, cette UX, cette expérience utilisateur, que ce soit pour le formé ou pour le formateur? On va en parler avec vous. Je vais commencer avec Philippe Carré, qui est avec nous. Merci Philippe Carré de nous avoir rejoints et de nous éclairer. Pourquoi et comment les adultes apprennent? Ça rappelle quelque chose, hein. C'était paru chez Duno. Vous pouvez retrouver cet ouvrage que je vous conseille. Les courants et les mécanismes d'apprentissage au crible de la recherche. Donc, la parole à la recherche, petit cadrage historique et puis l'apport des sciences cognitives, on en parlera avec Nora tout à l'heure. Je disais, Philippe Carré, on est dans vos sujets par rapport à ces questions d'apprentissage. Saisissez-vous du micro. Ah, c'était une question, absolument. Ah, vous pouvez le baisser si vous voulez. Oui, mais voilà. C'est vous qui décidez. Allez, oui, on va dire oui. Bon. C'est vrai parce que ce que vous ne savez pas, vous qui nous regardez, et puis vous qui êtes dans la salle, c'est que nous sommes là dans une sorte de four à micro-ondes en mode crisp, vous voyez, donc on va se transformer en frites après, je ne sais pas, enfin, c'est bien parti en tout cas pour moi. Philippe. Merci. Prenez le micro. Merci Monsieur Ferrer. Ça fonctionne. Ça fonctionne, vous êtes sûr? Oui. Ah, j'en suis sûr. Bon. Merci bien, merci à Centre Info, puisqu'on dit Centre Info, on ne dit plus au Centre Info, c'est juste pour les anciens. Ça. Donc merci Centre Info pour cette occasion de débattre de 50 ans d'histoire. Alors c'est vrai qu'en 1h15, heureusement, on est nombreux, donc on va pouvoir chacun y aller de nos 8 minutes, chacun si j'ai bien compris. Mais c'est un vrai enjeu, quoi. Enfin, c'est un défi collectif insurmontable, donc je ne sais pas pourquoi on a accepté. Je vais essayer de vous aider à parvenir à relever ce c'est une défi. initiative qui est extrêmement salutaire, donc merci là encore Centre Info de penser à ce
regard en arrière, parce qu'on est dans une société où, je pense qu'on en conviendra, on conduit en avant sans beaucoup regarder le rétroviseur. Et les révolutions pédagogiques, vous l'avez mentionné, Monsieur Ferrer, tout à l'heure, les révolutions pédagogiques, moi je trouve qu'elles vont ces temps-ci à la vitesse des nouvelles versions de smartphones, quoi. Il y en a beaucoup, quoi. Alors, est-ce que c'est des vraies révolutions? Est-ce que ça change vraiment les choses? Je ne sais pas. Donc, j'avais 3 points, moi, à développer dans les, je ne sais plus, 7 ou 8 minutes qui me restent, mais qui sont Partons sur le verre à moitié plein, hein, sur les 7-8 minutes que vous avez devant vous. D'accord. Voilà. Dans ce temps qui me consacrait et qui va permettre d'ouvrir ce débat avec beaucoup d'experts qui vont largement compléter les petites choses que je voulais dire, je vais parler de 3 choses. Je vais faire histoire, psychologie et économie. C'est-à-dire quelques mots d'histoire de la formation qui seront une révision pour la plupart d'entre vous, mais qui sont des points qui sont importants de mentionner, non pas simplement pour honorer le contrat de ce regard rétrospectif et prospectif à partir de 50 ans d'histoire de la loi, mais également pour voir qu'on est porté par des traditions, qu'on est porté par des implicites quelquefois autour de ce métier qu'il est peut-être bon de rappeler. Alors, je n'aurai pas le temps, donc je ne le ferai pas, de revenir jusqu'aux Grecs et jusqu'aux parents de Socrate. Mais s'il nous restait le temps, ça serait intéressant de signaler quel était le métier. Et le professeur des émérite que vous êtes a des choses à nous dire là-dessus. Hein, oui, mais il n'a pas le temps, donc il le dira peut-être plus tard, mais pour l'instant, là, il ne le dira pas. On n'ira pas jusqu'à Socrate, on ne remontera même pas à Condorcet, à Voltaire et à tous ses illustres prédécesseurs. On va juste dire que l'institutionnalisation de la formation des adultes, on peut la situer au moment de la Révolution avec les écoles primaires des adultes. C'est un terme que j'ai découvert récemment, je vous l'avoue, mais qui je trouve est extrêmement éloquent. Il y a eu les premières formes d'institutionnalisation, à côté bien sûr du compagnonnage qui est une problématique tout à fait différente, mais l'institutionnalisation des cours d'adultes, c'est les écoles primaires 1792 pour adultes. Puis évidemment, il y a eu l'explosion des cours du soir, 800 000 inscrits dans la ville de Paris à la fin du 19e, et puis sous l'impact Jules Ferry et des besoins énormes d'alphabétisation au tournant du 19e et du 20e siècle. Donc ça a été le déploiement de la première forme, qui est là le début de l'histoire finalement de la formation des adultes sous l'angle de ces institutions, qui est l'école des grands. C'est plus l'école primaire des grands, mais ça devient l'école des grands dans le sens où les hussards noirs de la République, à ce moment-là, il faut les imaginer, on n'avait pas droit au PowerPoint, sans doute à juste titre d'ailleurs, mais sinon on a de belles gravures pour montrer des adultes comme nous tous, coincés sur des petits mobiliers d'enfants dans les écoles pour écouter le cours qui est, dans la plupart des cas, je suppose, rigoureusement le même que celui que l'instituteur a donné aux enfants pendant la journée. Donc à ce moment-là, première période, on duplique l'école pour les adultes. C'est important de parler de formes scolaires dupliquées parce qu'il n'y a pas grand changement pédagogique d'après ce que l'histoire en a retenu. Et puis à partir de 1950, et là, c'est notre ami Yves Palazeski qui a brillamment démontré que la naissance finalement de la forme contemporaine de l'éducation, de la formation des adultes, c'est 1955, la grande rencontre entre l'émergence du terme de formation continue dans les entreprises et d'éducation permanente dans les institutions internationales. Et là, à ce moment-là, on n'est plus en train de dupliquer la forme scolaire, on la modernise. Et vous le savez sans doute mieux que moi, ou au moins pareil, qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met les tables en rond au lieu de les laisser en rang d'oignon. On diminue le nombre d'élèves par classe, et puis on introduit des technologies, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui parmi vous a connu les rétroprojecteurs et les acétates. Peut-être quelques personnes tout de même. Les stencils aussi, vous vous souvenez Ah, les stencils, c'était encore avant. Là, je suis vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, les stencils, ça c'est vrai, oui, moi Non, là, c'est pas possible, les stencils. C'est possible. Bon, et puis les carousels de diapositives, c'est-à-dire tous ces outils-là. Donc, technologie, on réduit le nombre de personnes, et puis on invente l'animateur tout de même. C'est plus exactement le professeur ou l'enseignant d'antan, ça devient l'animateur. Mais ce qui est important sur cette deuxième période, c'est de se dire qu'on n'a pas fondamentalement changé la dramaturgie scolaire. C'est-à-dire qu'on a toujours, au début en tout cas de cette période qui démarre vers 1950 et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, mais elle va évoluer, mais elle se poursuit, on a toujours le fameux tripode des 3 unités du théâtre classique, l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité d'espace. Parce qu'on est sous la forme du stage. Certains ont appelé cette période-là la période de la stagification. Donc deuxième période, on modernise la forme scolaire. Et évidemment, à mesure que, tournant du XXIe siècle, les technologies prennent une importance de plus en plus grande, on va voir un éclatement, et c'est là la troisième période dans laquelle on est désormais, bien que là où les périodes précédentes subsistent quelque part,
on est dans une période de dérégulation complète du modèle et de diversification avec, évidemment, je passe les détails, les moyens informatiques, les transformations du travail, la logique compétence depuis la fin du 20e, 98, et la personnalisation dans une société que certains appellent une société des individus. Voilà, donc très très vite fait, 3 périodes. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'on peut finalement faire comme bilan? On va garder l'idée de la bouteille à moitié pleine, mais on va pas oublier qu'elle est aussi à moitié vide. Il y a des points négatifs, par exemple, l'idée d'éducation permanente est passée complètement à la trappe. On se demandait avec quelques amis tout à l'heure si le terme même d'éducation populaire n'était pas devenu un mot grossier aujourd'hui. Donc il y a toute cette idée qui initialement est l'idée de l'apprentissage tout au long de la vie, qui en France est devenue la formation. Premier changement, on est passé d'apprentissage à formation. Et deuxième changement, tout au long de la vie, il est très fortement sous-entendu professionnel. Et quid donc de tout le tiers-état de nos concitoyens, c'est-à-dire les personnes qui ne sont ni actifs, ni salariés, ni demandeurs d'emploi, donc qui ne sont pas actifs. Je vous laisse découvrir le nombre de dizaines de millions de personnes que ça peut représenter. D'un autre côté, et simultanément et toujours dans... du côté maintenant de la bouteille pleine, c'est-à-dire du côté positif, le modèle scolaire inadapté révèle son inadaptation au public adulte et se dilue progressivement. Même la stagification est remise en question fortement. Donc il y a une diversification que certains appellent la multimodalité. Il faudrait là pouvoir échanger sur ce terme-là. Et puis il y a une évolution juridique qui amène 3 choses finalement, c'est-à-dire un rapprochement qui tend parfois à la fusion entre la formation et le travail. Donc d'un certain point de vue, on pourrait dire que c'est dans le positif. D'un autre point de vue, c'est plus discutable. Mais en tout cas, c'est plus discutable du point de vue de son bénéfice pour en particulier le tiers-État. Mais c'est un point qui me semble acquis. Et un troisième point, et je crois que Nora sans doute va revenir sur ce point-là tout à l'heure, et je crois avoir compris qu'Antoine aussi éventuellement, la question de l'engagement de l'apprenant dans les systèmes de formation. Vous avez dit, Monsieur Ferrer, au début de votre présentation, vous avez parlé de l'apprenant, du sujet apprenant. Et puis à la fin, vous avez dit qu'est-ce qu'on fait des formés. Et je trouve ça très significatif de la période dans laquelle on est, parce que mon hypothèse est qu'on est en train de passer de la période des formés, où on agit sur les gens et où on leur donne la forme finalement, à la période où on leur donne peut-être plus de confiance et plus d'autonomie pour qu'ils apprennent par eux-mêmes. Ce qui n'est pas un changement uniquement de vocabulaire et simple. Oui, alors, oui, mais le formé pouvait se former lui-même, hein, vous voyez ce que je veux dire? C'était versus celui qui formait et celui qui reçoit la formation ou qui peut la voir lui-même, hein, en situation de travail ou ailleurs. Alors ça, c'était pour le focus historique. Oui, vous avez parlé aussi de la géographie. Je surveille l'heure. Vous me donnez combien de secondes là maintenant? Les secondes qu'il faut. Non, je vais respecter le contrat. La deuxième partie, je voulais faire un point. Je vais le résumer pour essayer de communiquer le sens du propos. C'était un point sur comment a évolué sur la même période, 71-2021, la psychologie, la façon dont on conçoit les apprentissages et la psychologie des apprentissages. Mais je crois savoir que Nora Yenneck va développer ce point-là, donc je vais aller extrêmement vite pour dire que la psychologie sur laquelle on se base, soit directement, soit indirectement par les implicites qui traversent le milieu de la formation, la psychologie a évolué d'une situation, alors tout de même extrêmement rudimentaire en 1971, étant, je dois l'avouer, en première année de psychologie à l'époque, il fallait choisir entre le divan et les rats de laboratoire. C'était Skinner contre Freud. Au niveau international, c'est notoire. En France, on avait quelques velléités de faire un peu le village gaulois et d'imaginer d'autres choses. Mais au niveau de la recherche mondiale sur l'apprentissage, c'était le divan ou le laboratoire. Et au sens du pigeon et de Skinner. En 2021, donc je passe sur l'entretemps, on a eu la révolution cognitive qui nous a amené à revisiter toutes les notions qui sont centrales pour l'apprentissage, la notion d'attention, la notion de perception, la notion de conceptualisation. On parle beaucoup de multimodal tout à l'heure, mais il y a une notion d'apprentissage qui est très importante, c'est le multi-épisodique. Et juste pour laisser un suspense là-dessus, si le multi-épisodique rejoint le multimodal, alors là, on a sans doute un beau duo psychopédagogique. C'est-à-dire que c'est le modèle d'apprentissage qui correspond à la notion de multimodal, si elle est bien comprise. Les stratégies cognitives, comment on autorégule nos apprentissages, les attitudes par rapport à la formation, cette espèce de déjà-là, de bagage personnel qu'on a quand on arrive en formation, plus ou moins apprenant, etc. Tout ça donne raison à un vieux monsieur, puisqu'il s'agit de Kant,
qui, il y a plus de 2 siècles, dans son traité de pédagogie, s'il vous plaît, disait « Ce que l'on apprend le mieux, c'est ce que l'on apprend en quelque sorte par soi-même ». Donc le point capital de ce deuxième aspect plus psychologique des choses, c'est que les processus d'apprentissage sont indépendants des processus de formation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas reliés, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre en situation de formation, mais ça veut dire qu'il faut comprendre les processus d'apprentissage et de développement des compétences comme des processus intimes, singuliers, et si on veut faire chic, on dit idiosyncratiques. Ça veut dire, contrairement à ce que ça laisse penser, que c'est unique et unique à la personne. Donc c'est un processus complexe, singulier et pluriel, et la conclusion radicale qu'on peut en tirer, mais juste pour lancer la suite des opérations, c'est qu'on ne forme jamais personne au sens strict. Les gens se forment eux-mêmes avec ou sans notre aide. Et troisième point final, il faut revenir à l'économie. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a vu que l'évolution sur 50 ans de la pédagogie nous fait passer d'une école primaire des grands jusqu'à des formes aujourd'hui complètement dérégulées, diversifiées, où la recherche a du mal à arriver à essayer de clarifier les choses et où les rencontres entre praticiens et chercheurs sont tellement rares, de qualité je veux dire, sont tellement rares comme celle-ci, sont tellement rares que finalement on a du mal à avancer, à cette époque-là, il faut revoir l'équation économico-pédagogique. Dans la première période, pédagogie rudimentaire, psychologie balbutiante sur les apprentissages, on était sur une équation très simple, c'est 1 égale 1. 1 heure de formateur égale 1 heure d'apprentissage. Donc du coup, après, c'est très facile à calculer, à facturer, etc. Ça va très bien. Aujourd'hui, on est sur 1 égale X. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas dire ce qu'il faut comme ressource ou ce qu'il faudrait comme ressource et combien ça coûterait que 1 apprenne. Avant, on mettait 1 devant 1. Maintenant, on a une véritable inconnue qui, là, est vraiment justiciable de recherche poussée en économie pédagogique. On en parlait avec Arnaud Coulon tout à l'heure. Il faudrait arriver à remettre ça à l'ordre du jour. Et ce gisement-là, ce réinvestissement, il est possible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, évidemment, de l'explosion du potentiel de capacité, on dirait aujourd'hui, que représentent les ressources digitales. Ce que notre regretté ami Pierre Caspar avait bien prévu il y a plus de 30 ans en parlant du savoir à portée de la main, avec ses ombres et ses lumières, on n'a pas le temps de détailler, mais évidemment, mais c'est un potentiel quasiment inépuisable. C'est également la révélation et la prise en compte de l'auto-formation. Quelqu'un me posait la question il y a quelques jours, pourquoi est-ce qu'on parle moins d'auto-formation ? Il y a moins de colloques, on en parle moins. Parce qu'elle est partout, l'auto-formation aujourd'hui. Elle est entrée dans les mœurs, et chacun le sait pour soi-même et pour les autres. Mais il y a là, au point de vue individuel et collectif, parce que jamais sans les autres, un potentiel. Les modalités de facilitation qui sont en train de changer en ce moment, je pense à une thèse récente sur le conseil en évolution professionnelle. On en a beaucoup parlé ce matin, de cet accompagnement. Je pense que la docteure du sujet est présente dans la salle. Le CEP, c'est indéniablement une modification, une évolution extrêmement forte de ce qui pourrait se passer en termes de personnalisation et de facilitation des parcours. C'est bien ou c'est pas bien ? Attends, c'est évidemment potentiellement bien. Tout ça, c'est des potentiels. Mais évidemment, puisque ça permet de personnaliser et de suivre un parcours qui est un mot-clé de la loi de 2018. La notion de facilitateur, sur laquelle on a également une thèse, mais alors qui, elle, démarre à Nanterre, sur qu'est-ce que c'est que cette notion de facilitation qui correspond bien à l'esprit du temps. Les Américains, aujourd'hui, dans leur immense majorité, ne parlent plus de formateurs, parlent de facilitateurs. Il ne faut pas toujours écouter les Américains, mais pas. Et puis enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, les miracles de l'intelligence collective et du travail collaboratif sous certaines conditions de contractualisation pédagogique. Bref, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas là de faire des économies, parce que le sous-entendu de ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait dépenser beaucoup moins sur l'accompagnement du pendant de la formation, comment dire, du déroulement de l'apprentissage, du fait de l'autonomie, des ressources digitales, des nouvelles formes d'accompagnement, etc., etc. Mais il ne s'agirait pas de dire on va faire des économies parce qu'on va moins dépenser, les gens vont s'auto-former grâce aux technologies. Ça fait 25 ans qu'on a compris que ça ne se passe pas comme ça. Mais il s'agit d'investir différemment de façon à réinvestir l'amont et l'aval qui permettent au moment central de se dérouler dans les meilleures conditions. Je suis désolé, je crois que j'ai légèrement dépassé le temps de parole. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va vous applaudir. Ah, voilà. Merci, voilà. Merci à vous. Philippe Carré, toujours aussi passionnant d'avoir posé le sujet. Nora Yannick, merci d'être avec nous. Chercheur à l'IFSI Lab, vous travaillez avec Philippe Carré, hein ?
Prenez votre micro. Ouais, c'est vrai que vous êtes en intimité et vous travaillez régulièrement ensemble. Un laboratoire dédié à l'innovation pédagogique dans les industries de santé. Oui, c'est ça. Voilà, et on parle d'innovation pédagogique, on parle de prospective, de motivation, d'envie d'apprendre. On parlait de facilitateur, je ne sais même pas si le substantif existe, mais en tout cas faciliter, accompagner, créer un environnement favorable pour l'apprenant. Alors justement, gros plan avec vous sur l'apport des sciences cognitives à la pédagogie des adultes. Le concept d'apprenance, ça nous parle aussi. Alors, quid de l'apport de cette psychologie cognitive pour proposer des cadres qui, j'allais dire, permettent de vraiment apprendre? Alors, je vais mettre mon minuteur, comme ça je suis sûre de, de respecter le timing. Donc tout d'abord, je voulais remercier Centre Info voilà, d'avoir fait de la place à cette question du rôle de la recherche, on va dire sur l'apprendre en général, voilà, des sciences de l'éducation, des sciences cognitives. Alors moi, je vais parler plus particulièrement du rôle de la recherche en psychologie pour éclairer, en tout cas, effectivement, la question de l'apprendre. Et donc avec... Premier point, je le partage avec vous, j'ai dû faire au moins 3 versions, je pense, de cette intervention, en me disant finalement comment est-ce que je vais aborder les choses pour finalement essayer de donner à voir en très peu de temps justement la multitude en fait de concepts et la multitude de recherches qui gravitent autour de cette question de qu'est-ce qu'apprendre. Donc il a fallu faire des choix. En tout cas, c'est très bien parce que ça veut dire que vous prêtez une attention particulière à ceux et celles qui nous regardent, puisque vous avez 3 fois. Donc eh bien, je vais essayer d'appliquer un petit peu ce que je vais préconiser justement. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit peu finalement de redémarrer sur cette question de l'apprendre. Et je pense que comme vous le voyez aujourd'hui, cette question, en fait, elle traverse de nombreuses disciplines aujourd'hui. C'est-à-dire au-delà des sciences de l'éducation et de la psychologie. Par exemple, dans le domaine de la santé, on entend parler de patients virtuels, d'impression 3D, de robotique, qui révolutionne aujourd'hui finalement le soin, mais qui révolutionne aussi toute la pédagogie médicale. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a beaucoup de travaux aujourd'hui dans le secteur de la santé, mais c'est aussi en fait de nombreux usages qui se développent en éducation pour faciliter l'apprentissage humain. Alors soit vous avez des exemples, je pense que vous avez tous déjà rencontrés, à travers des agents conversationnels. Alors on est vraiment sur le niveau 1, on va dire, de l'IA pour pouvoir faire de l'étayage avec les apprenants, jusqu'à le fait de rajouter une brique d'IA, on va appeler ça comme ça, dans un LMS ou un LXP, enfin une plateforme d'apprentissage en ligne, qui va permettre en fait de pouvoir venir individualiser, personnaliser des parcours. Alors technologiquement, il y a effectivement des avancées assez intéressantes de ce point de vue-là. On a par exemple aussi, je pense que vous avez dû en entendre parler, le développement de la robotique pédagogique. Alors là, c'est plutôt à l'école, notamment à l'école primaire. Dès 2012, en fait, une étude donc Comis et Missirli, donc qui est basée sur le jouet programmable Bibot en maternelle, qui montre que celui-ci peut favoriser le développement de compétences relatives à des notions mathématiques, à la pensée algorithmique et aux stratégies de résolution de problèmes. Et donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, avec le développement des technologies mobiles, de la robotique, des objets connectés, en fait, ce qui est intéressant du point de vue de la recherche sur la psychologie de l'éducation, et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'elle ouvre des possibilités d'analyser finement des interactions entre des apprenants avec, en l'occurrence, des objets de médiation qui ne sont plus uniquement le formateur, mais bien des objets et des interfaces. Et en retour, cette circulation, en fait, qui est transdisciplinaire, on est passé d'une approche finalement pluridisciplinaire de la question de l'apprendre à une approche transdisciplinaire, puisque ça circule finalement à travers des disciplines. Et la question de l'apprendre, donc finalement, elle va permettre de modéliser des comportements d'apprentissage humain et de proposer en fait des nouveaux terrains d'investigation pour la psychologie cognitive qui est liée à l'apprentissage. Donc ça, c'est un petit peu pour une entrée en la matière, en disant, effectivement, on a quand même un écosystème qui se transforme de ce point de vue-là et qui va nous permettre en fait de pouvoir
Alors, investiguer finalement du côté de la psychologie cognitive, en fait, on va être situé sur 3 niveaux d'analyse, en fait, de l'apprendre. Alors, le premier, et Philippe l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire celui des processus cognitifs mis en jeu dans l'apprentissage. Donc, la psychologie, elle s'intéresse à l'individu, là, très clairement. Hein, on est plutôt de ce côté-là, et notamment à travers le concept d'attention, la question de la charge cognitive, des travaux sur la mémoire. Je développerai un petit peu plus loin tout à l'heure la question de l'attention. Donc le deuxième niveau, c'est celui de la motivation, qui est en fait centrale, de l'individu à apprendre, à transférer ses connaissances, à persister dans le temps pour développer ses connaissances. Donc on parlera plutôt de volition. À la question de l'intérêt vis-à-vis de l'apprentissage, qu'est-ce qui fait que je vais m'intéresser à un contenu et que je vais avoir envie de continuer à développer mes connaissances, compétences. Et puis, le troisième, c'est celui de la relation de l'individu aux environnements d'apprentissage. Vous le voyez, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas 1 égale 1, il y a 1 égale plein de choses, et donc plein de devices, plein de technologies, mais aussi des ressources et des interactions avec d'autres. Donc la question de ces interactions aussi, c'est des choses que nous, on va aller regarder du côté de la psychologie cognitive. Alors, je vais faire un petit focus sur le premier niveau, assez rapide, notamment sur le concept d'attention, comme l'a évoqué Philippe tout à l'heure. Et alors, en fait, l'attention est devenue aujourd'hui même au cœur de la bataille économique des technologies. C'est-à-dire qu'on parle même d'économie de l'attention. Un excellent ouvrage là-dessus. Bruno Patino, je crois. Voilà. Qui a fait ça. Donc Poisson rouge. Voilà. Et donc l'attention, pourquoi c'est au cœur de la bataille ? Parce qu'en fait, c'est une ressource cognitive limitée. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas d'un réservoir d'attention infini, il est limité. Non seulement il y a un PDG, vous vous souvenez, qui avait parlé de temps de cerveau disponible. Oui. Je referme la parenthèse. Oui, voilà. Et donc il est limité et surtout, alors il sert à quoi ? Il permet de sélectionner ou d'inhiber des informations, ça c'est une chose. Mais le souci, entre guillemets, ou pas, c'est que l'attention peut être captée en fait par 2 grandes sources de distracteurs. On peut avoir des distracteurs internes. Vous avez par exemple, alors Louise Perche qui travaille dans mon labo, qui travaille sur le vagabondage de la pensée, c'est un distracteur interne. Et vous avez aussi les distracteurs externes, comme le téléphone portable qui est posé ici, et qui va avoir un réel impact, même quand il n'est pas allumé, juste parce que vous l'avez à côté de vous, sur votre attention vis-à-vis d'une tâche. Donc voilà. Donc ça, c'est J'adore le vagabondage de la pensée. Oui. C'est pas mal. On vagabonde tous, on est d'accord. Après, la question, c'est est-ce qu'on vagabonde à bon escient ? Est-ce que ça... En tout cas, quel impact a le vagabondage sur l'apprentissage ? C'est les questions que nous, on va se poser. Ouais. Donc, si maintenant je fais un focus sur le second niveau, qui est celui de la motivation, donc elle est au cœur de l'apprenance, et en fait, elle va rendre compte de ce qui est à l'origine justement des comportements humains, et qu'est-ce qui fait qu'on apprend, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'apprendre. Alors là aussi, dès qu'on parle de motivation, en fait, il faut parler de motivation au pluriel. Il y a énormément de théories sur le sujet. Vous avez en tout cas au moins une théorie que je vais citer, que connaît très très bien Philippe, qui est celle de Deci-Ryan, qui permet justement de distinguer ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque versus la motivation extrinsèque. En réalité, il y a un continuum, il n'y a pas juste ces 2 pôles, mais qui, en tout cas, en fait, permet de mettre en évidence que les sources de motivation, finalement, elles peuvent être internalisées ou être complètement externes, et puis elles vont être internalisées et proches, finalement, des valeurs de l'intérêt, du désir de l'individu, plus on va être sur une motivation qui va être dynamisante pour l'apprentissage. Et ça, c'est quand même des choses... qui ont été développés il y a déjà quelques temps. Alors les modèles sont remis à jour, dupliqués dans d'autres contextes, mais c'est absolument pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. Et très clairement, ce sont des sujets, à mon sens, dont il faut se saisir aujourd'hui. Enfin, le troisième axe, donc oui, alors toujours sur la motivation, je pense que c'est important parce que Philippe, tu as dit quelque chose tout à l'heure que je me suis empressée de noter et je pense qu'on a noté tous les deux. Il y a une différence, ce que tu disais, entre les processus d'apprentissage et les processus de formation. Très clairement, vous avez donc la question de la motivation. En fait, elle pose la question de l'engagement actif. D'accord, je suis motivée à apprendre, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand je suis face à une situation qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des individus ? Comment est-ce que je peux observer des traces de comportement, de réflexion ? Et en fait, vous avez notamment un modèle qui s'appelle le modèle ICAP, qui est très chouette, qui est vraiment utilisable pour penser la conception de la formation, qui a été développé par des chercheuses américaines, Shi et Willy, qui permettent de passer justement d'une vision de pédagogie active à une vision d'apprentissage actif. Alors, comment en fait ? Mais parce que je vais prendre un exemple pour parler du modèle. Si vous prenez l'activité qui consiste à regarder une vidéo,
D'accord ? On regarde une vidéo de manière, finalement, sans rien faire. D'accord ? Vous avez un cours, on vous donne un... Passif. Voilà. Et ben, effectivement, c'est un mode passif. Ben, ça ne va pas avoir le même impact en termes de qualité d'apprentissage que si cette vidéo, vous avez le contrôle là-dessus déjà, ne serait-ce que pour pouvoir faire pause, play, retour, arrière, etc. Donc, ce serait intéressant de voir, d'ailleurs, comme il va y avoir un replay, de voir un petit peu, ça aurait été intéressant de faire une étude, même pourquoi pas attentionnelle sur le sujet, mais voilà. À quel moment on décroche ou pas, voilà, à quel moment on décroche ou pas. Mais en tout cas, vous avez le contrôle dans le deuxième phase, donc on sera plutôt sur un mode actif. Dans le troisième cas, ça serait expliquer des concepts de la vidéo et les comparer avec ses connaissances antérieures. Donc l'activité de l'apprenant n'est pas du tout la même, pourtant le support pédagogique est le même. Hein. Et puis le dernier, qui serait le mode interactif, ce serait par exemple de débattre du sujet avec des pairs, de discuter des similarités de ce que j'ai vu dans la vidéo avec d'autres formations. Donc là, on voit bien qu'avec cette manière de cartographier la pédagogie, on n'est pas sur quel type de pédagogie, mais plutôt par rapport à des ressources données, comment est-ce que la pédagogie va favoriser plutôt des modes d'engagement qui vont être des modes d'engagement interactifs, puisque c'est ceux-là qui vont être plus performants pour l'apprentissage. Et puis sur la durée, nous disait Philippe Carré aussi tout à l'heure. Et bien sûr sur la durée pour qu'ils puissent être, pour que ce soit des apprentissages en profondeur. Et donc la qualité de l'apprentissage, finalement, elle dépend de la nature de l'engagement dans ces apprentissages, de l'apprenant, et de la capacité de l'environnement, à soutenir sa motivation pour se développer en tant qu'individu, parce que apprendre, ça permet de se développer en tant qu'individu. C'est pas quelque chose qui est isolé. Le dernier point, et je vais peut-être, vous me direz si j'ai dépassé, donc le troisième niveau qui est celui des interactions, ce que je vous disais, la psychologie cognitive, elle va s'intéresser notamment aux interactions entre l'individu et par exemple les modules e-learning, quand vous suivez des formations à distance et du e-learning, ou par exemple vous êtes sur une plateforme, ou par exemple vous regardez une vidéo, ou vous êtes avec tout un tas de ressources. Donc elles vont permettre en fait justement de proposer des préconisations de conception sur l'usage de ces technologies de l'apprendre du point de vue de l'ergonomie des interfaces. Donc il y a des recherches vraiment très très poussées et pointues sur le sujet, et du design des interfaces. Et justement, elles apportent, vous parliez du X, du Y tout à l'heure, alors on entend beaucoup parler, mais malheureusement, bien souvent, il manque ce qui est fondamental dans ces démarches, c'est vraiment les tests utilisateurs. Donc la psychologie cognitive est centrée sur les tests utilisateurs. Dans quelle mesure, effectivement, est-ce que ce qu'on va concevoir, mettre en place, va avoir un impact réel sur soit l'apprentissage, soit la perception de la formation, puisqu'en fait, l'apprentissage, c'est une variable de sortie, mais il y a d'autres effets de la formation qu'on peut aussi vouloir évaluer au-delà. On évalue la satisfaction, on se pose la question du transfert. On a par exemple Rachel Chauvin qui a fait une thèse qui a notamment travaillé sur le sentiment d'efficacité à transférer, même si le transfert ne dépend pas que de l'individu, mais bien aussi de l'environnement de travail qui doit lui permettre de favoriser ce transfert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous restez évidemment avec nous. Passionnant, ce premier socle pour cette table ronde autour de la recherche. On a vu toutes ces avancées de la science, de la recherche, de l'éducation. Alors, deuxième séquence, la prise en compte de ces avancées des sciences de l'éducation, ces évolutions technologiques sur les modalités pédagogiques des prestataires et des entreprises. On entre maintenant dans comment on applique tout ça, comment est-ce qu'on s'en sert. Pratique pédagogique du secteur, observation, mise en lumière, perspective. Antoine Amiel, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de Learn Assembly, membre de Acteurs de la compétence, ex-FFP. Alors, je suis allé sur votre site, bâtisseur d'expériences apprenantes. Alors ça va nous intéresser. J'aimerais bien avoir votre décryptage, vous qui faites du design pédagogique sur la capacité d'innover quand on est organisme de formation. Comment vous réagissez déjà à ce qui vient d'être dit ? Très bien. Déjà, c'est un plaisir d'avoir le thème de la pédagogie dans un événement consacré au sujet de la formation. C'est suffisamment rare pour être souligné. Merci. Et puis, par ailleurs, petit clin d'œil, mais vous êtes vous-même sous le signe de la pédagogie, puisque vous avez peut-être un ancêtre qui s'appelle Francisco Ferrer, qui était un grand pédagogue anarchiste, qui avait monté une école libre en Espagne. Je suis d'origine espagnole. Donc qui malheureusement a été condamné à la peine de mort à l'époque. Bon. Donc je vous souhaite une fin beaucoup plus heureuse. Je vais regarder dans mon arbre, dans mes racines, et puis on va voilà, voir. Peut-être que vous aviez c'était
une prédestination vers la Qui sait? pédagogie et l'enseignement. Moi, c'est la région Valencienne. Alors, je ne sais pas s'il est là-bas. Enfin, bon, bref, fermons la parenthèse. Mais plus sérieusement, effectivement, c'est très intéressant de consacrer vraiment, je pense, un temps à ce sujet de la pédagogie, et qui, dans le monde de la formation, est paradoxalement un peu sous-estimé pour une bonne raison et une mauvaise raison. La bonne raison, je vais voir le verre à moitié vide dans un premier temps, c'est que les acteurs de la pédagogie, les chercheurs, les enseignants, n'ont pas forcément fait l'effort de vulgariser leur savoir et les apprentissages de la recherche vers les praticiens. Le discours autour de la pédagogie peut être parfois un peu abscon, il y a tout un vocabulaire qui n'est pas toujours très accessible, parfois par paresse intellectuelle de la part des opérateurs ou des entreprises. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de simplifier, de rendre accessibles les apprentissages des sciences de l'éducation et surtout de les confronter au réel, puisque souvent les apports de la pédagogie vont vouloir imposer au réel ce qu'elles en retiennent. Or, le réel a toujours raison. Et donc le réel, c'est l'environnement dans lequel les apprenants sont, l'environnement des formateurs, la manière dont les besoins sont exprimés, la manière dont les financements fonctionnent, les investissements, les technologies. Et donc c'est comment on arrive à traduire des apports de la recherche et des enseignements en des choses qui sont concrètement pragmatiques et réalistes dans un contexte très complexe, de plus en plus complexe avec la crise sanitaire. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense que c'est ce que tous les acteurs de la compétence globalement essayent de faire. Le niveau en pédagogie et l'attention portée au sujet de la pédagogie, de l'enseignement, de l'attention, de la transmission, du transfert en situation de travail a beaucoup évolué ces dernières années, parce qu'à la fois il y a plus d'attentes portées de la part des organismes qui évaluent, qui certifient sur ces sujets-là, et puis parce qu'il y a aussi beaucoup plus de concurrence. La concurrence s'est démultipliée et donc il faut se différencier et la qualité pédagogique devient un élément de différenciation important. Alors Philippe Carré parlait tout à l'heure de cette chaîne de valeur qui démarre dès l'amont, nécessité d'analyser les besoins, d'analyser en amont pour mieux adresser les sujets, analyser les compétences, les profils. On parlait aussi de motivation, de faire durer cette motivation. Oui. Alors effectivement, la manière dont ça va se traduire dans la pratique, dans les pratiques pédagogiques, il y a effectivement tout un premier sujet autour de tout ce qui est en amont de l'acte d'apprentissage, de la formation, et qui va être l'analyse des besoins, l'analyse de la motivation, l'orientation. Et effectivement, aujourd'hui, on voit se développer vraiment sérieusement des pratiques d'autopositionnement, des pratiques, on a parlé du CEP ce matin, donc d'orientation avec une vraie professionnalisation, et surtout une hybridation en fait, entre les métiers de l'orientation et les métiers de l'enseignement et de la formation qui pouvaient avoir tendance parfois à être un peu séparés. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement intéressant. Le deuxième point, c'est que l'hybridation de la formation permet d'aller proposer une diversité de modalités pédagogiques aux apprenants, aux individus. Alors ça pose des questions après d'organisation, de coûts, de logistique, et puis de compétences des animateurs ou des formateurs ou des facilitateurs selon la manière dont on les appelle. Mais aujourd'hui, le coût d'entrée est quand même plus faible qu'avant pour proposer des pédagogies multimodales innovantes. Et puis aussi, il y a une croyance qui est très forte, qui est que pour innover dans la pédagogie, c'est forcément très cher. Il faut forcément acheter des technologies de pointe, où il faut forcément tout repenser, tout réinvestir. Alors bien sûr, il y a des investissements, mais c'est surtout des investissements dans l'écoute des apprenants. Donc en fait, ce n'est pas des investissements si lourds que ça. Des technologies, on peut en trouver à des prix abordables, voire open source. Les startups qui proposent des solutions technologiques progressent et évoluent, même si elles ont besoin encore de muscler un petit peu leur jeu sur justement la pédagogie. Et ça, c'est une question d'efficience, du coup. On peut avoir un budget réduit, j'allais dire, pour caricaturer, et avoir un vrai beau gros retour sur investissement. Exactement. Et pour illustrer ça, pour vous donner un exemple que je trouve assez intéressant, la semaine dernière, je participais à un événement organisé par le groupe Orange, qui est une entreprise qui a une grande culture du développement des compétences, qui a organisé un concours interne d'innovation pédagogique, dans lequel la direction d'Orange Campus faisait un appel à candidature à tous les acteurs du développement des compétences d'Orange pour remonter les meilleurs projets, en sélectionner, je crois, une douzaine, leur remettre des prix en fonction de différents critères, avec des projets très différents, des projets de formation en situation de travail, des projets de réalité virtuelle, des projets de blended, tout type de projets, tout type de modalités, avec une attention portée sur la question de l'efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'étaient présents à cet événement et dans le jury des membres de COMEX, des dirigeants
pour eux aussi les sensibiliser à l'importance du développement des compétences, à la qualité de la pédagogie, parce qu'en fait on peut aujourd'hui lire les apports des chercheurs, on peut lire les livres de Philippe Carré que je fais lire à mon équipe, et d'ailleurs je suis très honoré d'être avec vous dans cette table ronde aujourd'hui, parenthèse fermée, mais après dans la manière de les mettre en pratique concrètement dans les entreprises, dans les sociétés de formation, si les clients eux-mêmes ne sont pas réceptifs, ne changent pas de point de vue et n'ont pas eux-mêmes une culture un peu générale de... Oui, mais ça veut dire qu'il faut un peu de pédagogie et d'acculturation, j'allais dire. Exactement, et je crois que les acteurs de la pédagogie ont vraiment besoin de convaincre et de montrer. C'est pas seulement convaincre, c'est montrer comment les apports des sciences de l'éducation augmentent l'efficacité, augmentent le transfert, et aussi comment on va travailler sur l'environnement de travail. C'est-à-dire qu'on peut proposer des pédagogies très belles, très innovantes, qui sur le papier sont impeccables, avoir respecté les règles de l'état de l'art en ingénierie pédagogique. Si les conditions dans lesquelles le dispositif pédagogique se déploie ne sont pas réunies, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est un peu souvent des choses qui sont un peu hors sol, hein, déconnectées de la réalité de terrain. Ça peut, et le biais de ça, c'est les concepteurs de formation conçoivent une formation, animent une formation et considèrent que leur travail est fini, alors qu'en fait, en réalité, peut-être 30% du travail a été fait ou 50%, et je suis toujours surpris dans les parcours de formation qui sont designés que le suivi des participants, de ce qui a pu être fait, mis en pratique et proche de zéro, ou un peu le parent pauvre. Or, en fait, c'est là-dessus que l'accent pourrait être mis ou devrait être mis. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, cette chaîne de valeur, l'amont, le pendant, et puis l'après. Alors, designer de pédagogie innovante, pour terminer, moi ça m'a bien plu, on accompagne les optimistes de l'employabilité. Ça c'est bien aussi, c'est-à-dire qu'on va prendre du plaisir, et c'est un peu aussi le principe, s'accomplir, s'enrichir, gagner en employabilité, puis se former. Oui, alors la question du plaisir dans l'apprentissage, c'est un peu ambigu parce que c'est un peu gadget, c'est-à-dire qu'en fait on apprend bien quand on souffre. Donc en fait le plaisir c'est important. On souffre chez Learn Assembly alors ? Non. Ce que je veux dire c'est qu'un vrai apprentissage, enfin vous l'avez dit, un vrai apprentissage c'est quand même être acteur de son parcours, c'est quand même s'exposer parfois à une petite mise en danger en quelque sorte. On apprend mieux quand on est un petit peu en difficulté et justement tout l'enjeu c'est d'arriver à mettre un peu en difficulté mais pas trop les individus pour qu'ils puissent progresser. Donc je pense que le sujet du plaisir pour reconnecter les individus à la formation, il est important. Je pense que c'est plus une question d'image plus globale au-delà du plaisir. C'est que notre secteur a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas et à mettre en avant les problèmes. On en a beaucoup parlé ce matin avec le CPF, etc. Je pense qu'il faut quand même rappeler que globalement toute la filière se professionnalise et se développe quand même beaucoup sur toute cette transformation. Il faut rappeler aussi qu'il y a des enjeux réglementaires de financement et que vous pouvez proposer toute pédagogie que vous voulez, mais si elle ne rentre pas dans un certain nombre de critères, vous reviendrez à vos habitudes parce qu'on est dans un environnement contraint, ne l'oublions pas. Et donc, il faut effectivement travailler sur la désirabilité de la formation, de l'orientation, du plaisir d'apprendre, notamment pour toucher des publics qui sont un petit peu éloignés de la formation et qui ne viennent pas à des dispositifs de formation alors qu'il y a potentiellement un job à la clé, ce qui est quand même un peu triste. Donc là, c'est presque un travail de communication et d'image. C'est presque une question de marque employeur des organismes de formation. Mais totalement, mais d'ailleurs aujourd'hui des entreprises, je pense, innovantes et qui ont compris que le sujet de la compétence n'était pas qu'un sujet de performance, mais un sujet de marque employeur, le mettent énormément en avant. Des entreprises disent, venez chez moi, vous allez apprendre plus vite que chez mes concurrents, et c'est un argument. On va peut-être aller faire un tour chez Learn Assembly si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup Antoine Amiel. Maintenant, deux prestataires de formation qui vont nous parler de leur pratique, de ce qu'attendent les apprenants. Merci Nathalie Leprat d'être avec nous. Alors quelle réalité justement dans les pratiques des organismes de formation, avec les axes que Philippe Carré a développés, la centration du travail, on a parlé aussi d'hybridation des formations, de la motivation des apprenants sur la durée. CFAJ, les organismes et les réseaux adaptés, le Café Joyeux. Vous êtes une pro de la formation sur en particulier les personnes en situation de handicap. Donc, merci infiniment d'être avec nous. Réaction par rapport à ces sujets-là et la réalité dans les pratiques. Alors, merci de votre invitation et de ce sujet sur la pédagogie. Et tout ce qui a été dit est très... Et effectivement, ce go-between avec la réalité et la recherche, elle est très importante. Malheureusement, comme vous le disiez très justement, ça se fait rarement ou très difficilement.
sur l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Alors le réseau, on est plutôt centré sur les personnes avec troubles de l'apprentissage, handicap mental, troubles cognitifs, donc sur des personnes qui vont être plutôt sur un apprentissage de la formation par le geste professionnel. On est sur un apprentissage sur des formations de niveau 3, sur des métiers, sur le geste professionnel, pour lequel, pour ces personnes, ça va être un apprentissage par mimétisme, mais aussi par un médiateur qui va être la personne, le maître d'apprentissage, qui a un rôle extrêmement important. On n'en parle malheureusement pas suffisamment dans les formateurs. On parle toujours du centre de formation, mais le maître d'apprentissage a un rôle extrêmement important pour l'apprentissage du geste professionnel. Et sur ce public, il est important du bien-être, il est important de la motivation. C'est des éléments qui vont être des facteurs de réussite et qui vont être des éléments qui vont permettre de s'intégrer dans la société. On est vraiment là sur une dimension importante. Hein. On est dans l'inclusion. Au Café Joyeux, tout le monde ne connaît peut-être pas forcément, mais je sais. C'est super. Ouais. Donc je viens de rejoindre l'aventure des Cafés Joyeux. Très rapidement, le Café Joyeux, la vocation des Cafés Joyeux, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap mental. Aujourd'hui, c'est 6 cafés en France. Il y en a un même qui a été inauguré à Lisbonne. On en a un à Bruxelles qui va arriver, et un même peut-être à New York. Donc l'idée de l'inclusion des personnes en situation de handicap mental en plein centre-ville, pas dans un ESAT caché au fond d'une zone d'activité, c'est le projet. C'est-à-dire on rend le handicap visible, on change le regard sur le handicap mental. J'ai fait l'expérience récemment de nos équipiers qui venaient de Lyon pour faire une immersion au café des Champs-Élysées. Vous faites dans la ligne de métro 1, vous êtes avec des personnes trisomiques et des personnes mentales, handicapées mentales, autistes. On change de lieu. On ne se met pas forcément assis à côté d'une personne en situation de handicap mental. Donc on a à faire changer le regard. Et pour faire changer le regard, c'est forcément que ces personnes soient dans nos vies quotidiennes et qu'ils soient valorisés. On voit nos équipiers qui arrivent, des AT, et qui sont extrêmement heureux. C'est pas par hasard qu'ils s'appellent les joyeux. C'est que effectivement, ce travail en milieu ordinaire. De bonheur et de plaisir. Voilà, exactement. C'est pour ça que et de bien-être, voilà, c'est extrêmement important. C'est le fameux bon courage. Vous connaissez le bouquin de Philippe Bloch, Ne me dites plus jamais bon courage. C'est-à-dire que vous allez travailler ou apprendre, ça va être le pinsomme, ça va être de la pénibilité. Voilà, bon courage. Et puis surtout, bon courage. Donc là, non, on est vraiment dans une démarche. Alors, on est dans une entreprise apprenante. Et donc le CFA Joyeux, qui existe vraiment depuis peu, on est en train de concevoir une forme alors, on n'invente rien, on réinvente pas la roue. On met juste en application des modalités qui existent déjà. Donc on ne l'a pas appelé AFEST parce qu'on nous dit que la FEST, ce n'est pas pour l'apprentissage. Donc on l'a appelé FAST, formation en apprentissage en situation de travail, avec l'idée de justement de pouvoir mettre dans nos cafés, nos managers sont des formateurs. Donc les managers vont former les apprentis. Il y aura aussi un temps de réflexivité qui est important pour la formation. C'est-à-dire que se former, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on sait faire, c'est aussi l'identifier. Et le point qui va arriver derrière et qui est très important, et ce qu'on n'a pas vraiment évoqué jusqu'à présent, c'est la certification, c'est l'évaluation. Et là, aujourd'hui, on est dans un cadre aujourd'hui où on peut se permettre, sur le plan pédagogique, il y a on a cité plein de possibilités, il y a plein de modalités. Et à un moment donné, va tomber le coup près, qui est le coup près de l'évaluation. Alors ça y est, il y a un décret qui vient de sortir, il y a une recommandation de France Compétences pour que les certificateurs travaillent sur l'évaluation, de la certification. Qu'est-ce qu'on va évaluer ? Qu'est-ce qui est important d'évaluer ? Quel est l'objet de l'évaluation ? Quand on voit les certifications, dans les personnes en situation de handicap mental, on a plein de personnes qui sont non lecteurs, non scripteurs. Première chose, il faut constituer un dossier. La VAE, on en parlait tout à l'heure. Dossier de VAE. Raconter ce qu'on sait faire. L'écrire. Déjà, c'est fini.
On a perdu une partie de ces personnes parce qu'elles ne pourront pas valider la compétence. Donc il y a vraiment une réflexion sur cette démarche de l'évaluation, puisque au bout du compte, la compétence, il va falloir qu'elle soit reconnue, et qu'elle soit reconnue pour être après valorisée, et dans le cadre d'un diplôme, d'un certificat. Donc on a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne vont même pas à la formation parce qu'il y a ce frein en disant de toute façon, j'aurai jamais de diplôme, c'est pas la peine. Autocensure. Complètement. Vous savez combien on a de personnes en situation de handicap en formation, en apprentissage ? 500 000 l'année dernière, on a 500 000 apprentis, c'est merveilleux. On a 6 000 apprentis en situation de handicap. Donc il y a vraiment une censure, une autocensure des personnes en situation de handicap en disant je ne vais pas pouvoir accéder à la formation, donc c'est pas la peine que j'y aille. Et que ça soit les personnes et les accompagnants qui sont autour. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent, il y a plein de choses à inventer, à juste transposer dans le réel, parce que le réel nous rattrape, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et on a envie, donc dans ce réseau, qui est un réseau qui est sur l'ensemble de la France, on représente 3000 apprentis en situation de handicap sur le réseau. On est 9 CFA Est et CFA spécialisés. Alors nous, c'est CFA J, CFA Joyeux, on a changé un peu les noms, mais l'idée est la même. Et donc il faut absolument que l'apprentissage se démocratise pour les personnes en situation de handicap. Et il y a plein de... On échangeait déjà plein d'idées et d'opportunités. Merci de votre enthousiasme, Nathalie Leprat. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Est-ce qu'il, Pascal Dartois, d'être avec nous pour parler de l'AFPA que vous dirigez. Vous avez assuré la direction de centres de formation publics et privés. Vous êtes au cœur de nos sujets. Alors justement, la réalité dans les pratiques des organismes de formation. Point d'actualité, puis projection aussi. Alors, je voudrais commencer par un prisme qui est celui de l'AFPA, c'est qu'on accompagne prioritairement des publics très éloignés de l'emploi et que voilà, c'est une question quotidienne, en fait, quand on parle de pédagogie. Et ce qu'on a une forte conviction qu'on a eue, parce qu'on vient de transformer l'AFPA de façon assez importante, c'est de se dire que employabilité et émancipation, c'est pas antinomique et qu'on peut faire les choses en même temps. C'est-à-dire qu'on peut à la fois former et à la fois accompagner le parcours de vie, mais il faut que, évidemment, la pédagogie d'ensemble soit cohérente et qu'on puisse effectivement mettre les moyens pour le faire. Donc pour nous, c'est très important, c'est parce que ça veut dire que ça pose la question aussi des coopérations territoriales. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné se dire qu'on n'est pas forcément seul capable de mettre en place toutes les pédagogies, que des petits organismes de formation peuvent très bien intervenir sur les territoires. Et je voulais aussi vous donner cet exemple-là, peut-être pour le rendre plus réel et plus pragmatique. Former quelqu'un au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, sur un métier de plombier chauffagiste, c'est pas du tout la même chose que de le former un plombier chauffagiste à Paris. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes d'accès au logement, il y a des problèmes de disponibilité d'emploi en CDI sur ce territoire. Et donc, ça veut dire qu'il faut systématiquement se réinterroger. Je suis assez d'accord avec ce que disait Antoine tout à l'heure. La concurrence, et on y est tous confrontés, c'est d'avoir une signature pédagogique de formation. Et je pense qu'on est tous capables d'avoir une signature pédagogique d'accompagnement qui est à côté du CEP, parce que le CEP élabore le projet professionnel. Mais l'accompagnement, quand vous êtes dans une formation de 6-8 mois qui vous engage et où vous n'avez pas forcément les moyens de vous engager, je vous donne des exemples, mais c'est le quotidien à l'AFPA. Quand vous dormez dans votre voiture et que vous êtes intérimaire, quand vous avez 3 enfants en charge et que vous êtes une famille monoparentale et que vous êtes coincé en Ardèche, vous n'avez pas les moyens d'aller... Priva, que je connais bien. Ben voilà. Donc vous n'avez pas forcément les moyens d'accepter un job qui est à 1h30 et vous n'avez pas forcément l'offre structurelle à disposition sur votre territoire. Intéressant ce que vous dites. Vous parlez de parcours de vie, vous parlez de quelque part un peu d'autocensure. Laurent Grand-Guillaume, Territoires zéro chômeur, que vous connaissez évidemment, dit que dans ces territoires-là, il y a aussi une autocensure. On se dit je ne vais pas y aller parce que... Il y a une autocensure. Je vous donne juste un exemple. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire des centres AFPA des villages des solutions avec plein de partenaires. On en a 2500 aujourd'hui qui interviennent sur différents champs.
Et pour reprendre l'exemple du Puy-en-Velay, on a créé une manufacture collaborative d'artisans parce qu'on n'avait pas forcément les financements suffisants sur ce territoire de la région, de l'État pour faire continuer à vivre. Et donc on a mutualisé tous nos plateaux techniques pour permettre à des personnes de créer leur propre entreprise et de leur permettre de venir s'installer en résidence et de créer leur entreprise au sein de l'AFPA. Ça fait, c'est quelque chose qui permet à la fois de revisiter tous les principes pédagogiques, parce qu'on n'accompagne pas quelqu'un au RSA depuis 3 ans à devenir auto-entrepreneur ou à créer son activité de la même façon que quelqu'un qui rentre dans un stage à Paris. Donc et on utilise tous les outils pédagogiques et toutes les innovations technologiques. Il n'y a pas de sujet. C'est intéressant ce côté ensemblier de l'AFPA, c'est-à-dire que vous agrégez, vous parliez d'écosystème tout à l'heure, là j'ai noté de village de solutions, il y a une vraie idée de force centripète. Tout à fait. Et en fait, le fait de poser, je crois que c'est un grand enjeu pour les organismes de formation, le fait de poser sa signature pédagogique. D'ailleurs, on travaille avec l'entreprise d'Antoine pour créer des outils. On ne sait pas forcément bien le faire nous-mêmes, donc on va aller chercher des compétences dans l'entreprise d'Antoine. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir toutes les solutions et d'aller chercher les partenaires. Une sorte de place de marché, c'est un peu ça, quelque part. Non, parce qu'en fait, il y a de l'humain. C'est-à-dire que le village des solutions, c'est... Oublions le côté techno de la place de marché, mais plutôt agréger des... C'est ça, c'est agréger des compétences et de trouver effectivement les compétences qui permettent de façon concomitante, et c'est un mot auquel je tiens beaucoup, et dans une même temporalité d'action, d'accompagner le parcours professionnel et le parcours de vie. Parce qu'un abandon, un engagement, même si vous l'aviez au départ, si vous avez une rupture, si vous avez... quoi que ce soit dans votre vie, vous avez un accident de parcours, vous vous abandonnez très rapidement. Et donc tout l'investissement que la personne a mis, alors l'investissement que tout le système a mis, mais surtout l'investissement de la personne, c'est un nouvel échec pour la personne. Donc ça veut dire que si on n'est pas là pour gérer l'accompagnement de cet abandon, la personne, certainement, s'auto-censurera encore davantage si elle revient sur un parcours, si elle peut le mettre en œuvre. J'imagine que vous avez vu les choses qui ont bougé avec l'effet Covid. Vous parlez de cette porosité, vie pro, vie perso. Ouais. Je vais m'accomplir dans ma vie, je vais m'accomplir dans ma vie professionnelle aussi. Tout à fait. Alors, ce que ça a fait changer à l'AFPA, c'est de se poser vraiment la question de la personnalisation. Avec tous les qui revient depuis ce matin. Avec tous les outils pédagogiques, donc ça veut dire qu'effectivement il faut le confronter au réel, et il faut qu'à chaque fois qu'une personne utilise un outil, on puisse être là en accompagnement si l'outil ne permet pas l'apprentissage pour cette personne. Mais la personnalisation, c'est aussi répondre à la demande sociale. Et répondre à la demande sociale, c'est de prendre en compte les contraintes des personnes pour venir en formation, que ce soit à distance, et on l'a vu beaucoup pendant le Covid. Combien de gens, nous on a mis 25 000 personnes du jour au lendemain à distance. Il y a des gens qui vivent dans 40 mètres carrés avec 5 enfants, et c'est pas possible. Donc ça veut dire aussi réfléchir, évidemment, le travail des formateurs, et on est en train de les accompagner, mais aussi les espaces. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre des gens en autonomie dans des centres de formation si vous avez des espaces de co-learning qui sont encadrés avec des personnes qui sont formées pour être facilitateurs. Pourquoi pas les villages de l'AFPA, par exemple. Merci beaucoup, Pascal Dartois, très intéressant. Et on voit que l'AFPA bouge à votre initiative et celle de vos équipes. On va partir du côté des entreprises. Merci à vous, Caroline Terret, d'être avec nous. On va aller chez SNCF, le groupe SNCF. SNCF Transilien, responsable des compétences et formations, longue expérience chez SNCF de ces sujets. Les sujets terrain aussi, on en parle beaucoup, et métiers. Alors, quelle réalité dans les pratiques pédagogiques des entreprises? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Bonjour, déjà merci de m'avoir invité. Donc, je vais essayer effectivement de porter la voix entreprise. Oui, alors sur le contexte quand même, vous dire un petit peu ce que représente Transilien, parce qu'au sein du groupe SNCF, Transilien, c'est à peu près 13 000 collaborateurs en Ile-de-France. Train du quotidien en Ile-de-France. C'est ça, c'est bien résumé, merci. Et de tout métier. C'est d'ailleurs un de nos enjeux, c'est que ça va de la vente à l'exploitation, en passant par la maintenance de matériel, la conduite de train et j'en passe. Donc voilà, un contexte multimétier, un beau terrain de jeu, mais voilà, ça pose aussi quelques difficultés. Donc je vais plutôt vous partager moi, des convictions fortes qu'on a et qu'on essaie de mettre en œuvre dans l'apprentissage de ces 13 000 collaborateurs, sachant qu'on est positionné sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les formations initiales. En fait, c'est la formation à la prise de poste. Comment est-ce que j'accompagne un collaborateur qui prend un nouveau poste, soit parce qu'il vient d'être recruté au sein du groupe, soit parce qu'il est dans le cadre d'une reconversion, d'une mobilité interne.
Et puis, on a tout ce qui est formation continue tout au long du parcours et les formations managériales aussi, bien évidemment. Donc, forcément, ça nous amène à avoir quand même quelques convictions fortes que je vais vous partager. Il y en a une, c'est d'arrêter de tout vouloir mettre dès le départ dans la formation initiale, dans la formation à la prise de poste. On a essayé, ça ne marche pas. Voilà, il faut déjà, ça c'est un parti pris important. Il faut former au juste temps, au juste besoin. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on essaie de mettre en œuvre. Ça veut dire que le pendant, c'est qu'il faut être en capacité de proposer une offre de formation continue, une offre de formation complémentaire, un peu à la carte tout au long du parcours, à la main du collaborateur ou à la main de son manager. Voilà, donc on a pris ce virage-là. Ça, c'est une première conviction que je voulais vous partager. Une autre conviction assez forte, c'est le lieu de travail comme lieu d'apprentissage, un lieu de ressources. On peut aussi parler d'environnement capacitant, enfin voilà, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais on est convaincu de ça, c'est-à-dire que nos apprenants, nos collaborateurs, là où ils apprennent finalement le mieux, c'est sur le terrain, au contact de leurs pairs, au contact de leur collectif de travail, dans leur environnement de travail quotidien. Donc on y croit beaucoup et on cherche vraiment à développer ça. Un exemple très concret, on a dans nos centres de maintenance, donc qui sont en charge de la maintenance des rames, des trains, que certains d'entre vous doivent prendre, on est en train de déployer des dojos. En fait, ce sont des centres d'entraînement où on va permettre à nos opérateurs de s'entraîner très concrètement à des gestes métiers qu'ils font quotidiennement. Voilà, mais d'être vraiment dans une logique d'entraînement. Et ça fait le lien finalement avec une autre conviction, c'est l'erreur en tant que potentiel d'apprentissage. Voilà, donc on préfère leur donner un maximum de possibilités de s'entraîner très régulièrement. Et donc, ils sont accompagnés par des formateurs référents, des gens un petit peu plus spécialistes, un peu plus experts, voilà, qui les accompagnent dans cette démarche-là. Bon, là, c'est un exemple qu'on a au matériel, mais qu'on essaie vraiment de dupliquer sur tous nos métiers. Et ça va aussi avec une autre conviction qui est l'ancrage terrain. Et notamment, c'est ce qu'on fait beaucoup pour les formations managériales. Alors, pas seulement, les formations métiers aussi, mais aussi les formations managériales, c'est-à-dire de faire en sorte d'alterner les apports en campus et les périodes où ils reviennent sur le terrain en situation de travail. Des allers-retours comme ça. Ils font des allers-retours. Voilà, ça, on y croit beaucoup, ça marche plutôt bien. Et donc, on essaie autant que possible dans toutes nos offres d'avoir ce système d'ancrage et de retour terrain. Après, il y a aussi le sujet du numérique, forcément. Je suis obligée de vous en parler. Une autre conviction, c'est qu'il ne faut pas vouloir opposer le présentiel et le distanciel. On cherche plutôt à jouer la complémentarité, mais on est toujours dans une logique de cohérence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus tomber dans le tout digital. La tentation est facile. Donc, surtout que nous, on est sur des formations quand même métiers. Donc, le digital a quand même ses limites à un moment donné pour les gestes métiers. Donc, on essaie plutôt de jouer la complémentarité. Chaque fois que ça nous semble pertinent, adapté, on propose une réponse digitale. Mais voilà, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, exactement. C'est vraiment du cas par cas. Et puis, peut-être une dernière conviction à vous partager. Il y en aurait sûrement d'autres, mais voilà, il faut faire des choix. C'est qu'il ne faut pas considérer que la formation est la seule réponse quand on parle développement des compétences. On a étoffé notre offre d'accompagnement et on propose du co-développement, de l'atelier de partage de pratiques, du coaching. Là aussi, c'est vraiment à la carte en fonction des collaborateurs et de leur métier. Mais voilà, on ne veut pas répondre uniquement par de la formation et encore moins par de la formation un peu classique, en présentiel, en salle. Vous l'aurez compris. Oui, et puis vous disiez aussi rencontrer ses pairs quand on va sur le terrain en situation de travail, c'est aussi le fait de transmettre. Et dans une entreprise comme SNCF, il y a des valeurs qui sont transmises, il y a un savoir-faire, il y a des gestes aussi. Et j'imagine que c'est ce que vous promouvez aussi. Oui, complètement. D'autant plus qu'on a quand même un renouvellement assez fort des équipes, puisque le groupe SNCF recrute quand même beaucoup sur de nombreux métiers. Donc il y a aussi cet enjeu-là, effectivement, d'accompagner les collaborateurs qui rejoignent le groupe, de transmettre les fameux gestes métiers, aussi la culture de l'entreprise. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et puis, encore une fois, on a de nombreux métiers. Ça, j'y tiens beaucoup à cette notion de métier, parce qu'on ne forme pas à un métier comme on va former à autre chose. Donc, pour nous, c'est aussi une question importante de faire ce transfert effectivement, en situation de travail.
Merci beaucoup, intéressant tout ce que vous faites chez SNCF Transilien. Il nous reste 18 minutes, vous êtes 6, divisé par 3, ça nous fait donc, par 6, ça fait 3, voilà. Moi j'aimerais qu'on se projette pour terminer avec vous tous, c'était vraiment passionnant. Marilyn me l'avait dit, mais je confirme. Alors comment l'écosystème de la compétence peut encourager des pratiques pédagogiques, j'allais dire, qu'on pourrait mixer, qu'on pourrait combiner pour qu'il y ait une dynamique productrice de compétences, à la fois, j'ai bien noté, au niveau individuel et au niveau collectif. Alors, comme je vous tiens, vous venez de boire un petit coup. Caroline, qu'est-ce que vous nous diriez? Ah ben oui, on est comme ça, nous. Donc, qu'est-ce que ce seraient les facteurs clés de succès? Vous parliez de partage, si on devait se projeter par rapport justement à des pratiques pédagogiques dynamiques et qui permettent, comme on disait tout à l'heure, de favoriser des compétences à la fois individuelles, collectives. On a dit beaucoup de choses. Les facteurs clés de succès, moi j'ai noté beaucoup de choses que j'ai trouvées très intéressantes sur les notions de apprendre par soi-même, mais pas tout seul, la notion de plaisir, passer de la pédagogie active à l'apprentissage actif. Je trouve ça c'est très très riche et ça me parle. Je pense qu'un des facteurs clés de succès, et c'est aussi une vraie difficulté, c'est de remettre en question en permanence nos pratiques et nos modalités. C'est compliqué parce que ça bouge beaucoup, l'écosystème est riche, on l'a dit. Pour moi, ça, c'est le facteur clé. Justement, ça va avec ce qu'on disait sur maintenir l'engagement des apprenants, avoir aussi toujours plus de performance et d'efficacité, parce que c'est aussi ça derrière qui se joue quand même. Donc, je dirais être en capacité de se remettre en question en permanence et de tester, quitte à se planter et à faire marche arrière, mais tester des choses. Test and fail, et puis après, succeed, comme dirait l'autre. Pascal Dartois. Moi, j'accentuerais la conclusion sur le partage et la mutualisation en fait, des innovations technologiques. Je suis d'accord avec Antoine, il y en a certaines qui ne coûtent pas très cher, mais il y en a qui coûtent très cher. Et donc, je crois que le partage, alors que ce soit entre acteurs, sur des territoires, pour réfléchir ensemble sur la manière dont on peut mutualiser certains investissements, ça me paraît très pertinent dans la période actuelle. Rien qu'en parlant de plateforme LMS, par exemple, acquérir une plateforme pour des petits organismes de formation, ça coûte assez cher. J'imagine que ça peut poser question quand on parle de distanciel en termes d'auto-positionnement en amont de la formation. Ça peut être très, très compliqué. Je pense qu'on a intérêt à mutualiser nos investissements. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Nathalie Leprin, un message à la communauté pour se projeter dans les formations de demain, les perspectives. On a bien senti cet enthousiasme qui vous anime, ce côté joyeux. Voilà. Je reviendrai sur la question de l'évaluation et de la certification. Je pense qu'elle est fondamentale pour l'avenir. On a une loi qui a révolutionné la formation, notamment avec des premières mesures sur le handicap, ce qui était rare. C'est la première fois que c'est inscrit dans la loi. Donc c'est une grande avancée. Je pense que le développement des compétences et la reconnaissance de la compétence, elle passe par la certification. Et là, il y a encore des chantiers importants. Et je pense que c'est important pour valoriser pour les personnes et qu'elles se sentent capables, dans les capacités à reconnaître. Et ça, vraiment, je pense qu'il y a un énorme chantier. Et sur le handicap, en général, on se rend compte que quand on fait des progrès sur les personnes en situation de handicap, ça profite à tout le monde. La rampe, c'est pas que les personnes avec fauteuil qui la prennent, c'est beaucoup de personnes. Et là, sur l'évaluation, si on réfléchit sur des modalités de certification et d'évaluation qui soient le plus accessibles à plus de personnes, ce sera vraiment profitable pour le plus grand nombre. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu. C'est intéressant, ce côté inclusion qui fait aussi un côté capillarité. Complètement. Ouais. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on le voit sur le handicap. Dès qu'on met quelque chose en place qui est plus simple, on parlait de personnes éloignées de l'emploi, donc pareil, on va avoir, parce qu'on parle des personnes en situation de handicap, mais on va parler d'un public que je connais un petit peu aussi, les migrants, les FLE, on va être sur les mêmes problématiques. On va mettre en place des aménagements examens pour les personnes en situation de handicap, donc des non-lecteurs, non-scripteurs. Pour des personnes FLE, elles n'ont pas le droit à ces aménagements, alors qu'elles ont les mêmes besoins et qu'elles sont aussi sur l'apprentissage d'un geste professionnel. Donc, ce qu'on imaginera
pour une personne, pour apprendre, pour valider la compétence. Hein, je parle bien, savoir. Je vais prendre des choses qu'on fait très bien au Café Joyeux, c'est les cookies. Qu'est-ce qui est important ? C'est que mon équipier, ils savent lire la recette et qu'ils savent expliquer la recette, ou que le cookie que vous allez avoir dans votre assiette soit bon. C'est ça qu'on va évaluer, c'est ça qui est important. Et on a la même problématique pour les personnes FLE. Oui, bien sûr. Si je peux me permettre pour rebondir, il y a évidemment on ne peut pas parler de tout aujourd'hui, mais il y a un sujet qui est vraiment essentiel, c'est celui du financement des personnes, de la formation et l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi, parce qu'on parle des personnes en situation de handicap et des réfugiés, par exemple. On ne finance pas aujourd'hui la distance qui éloigne une personne de l'emploi. Et aujourd'hui, vous êtes réfugié, vous êtes en transition professionnelle pour devenir plombier, je vais reprendre le même exemple, vous avez le même nombre d'heures. Et on a un très joli décret qui s'appelle le forfait parcours, on n'a pas été au bout de ce truc-là, qui permettrait de financer la formation à l'objectif et pas à l'heure stagiaire, parce que même à l'heure du digital, ça paraît un peu... Voilà, bon. Et on est encore très coincé avec ça. Et donc, il y a vraiment une révolution sur la distance qui éloigne une personne de l'emploi. Et ça, je pense qu'on aura fait un grand pas quand on aura réfléchi là-dessus. Si vous voulez plus d'infos, il y a un e-atelier F1 organisé par l'AFPA que je vous conseille de suivre. Antoine Amiel, qu'est-ce que vous diriez si mobilisation pour se projeter et des perspectives? Oui, mais un petit mot de synthèse. Je pense qu'on parle beaucoup d'hybridation de la pédagogie. Je pense que l'hybridation, c'est bien sûr la pédagogie, mais c'est aussi le modèle organisationnel et économique en fait, de la formation. Donc le fait de plus siloter forcément les organismes de formation, les cabinets de conseil, les startups, les CFA. Mais aujourd'hui, on voit que en fait, si on hybride juste la pédagogie sans hybrider la partie immergée de l'iceberg, ça ne fonctionne pas très bien. Donc c'est aussi comment les acteurs de la formation développent des vraies compétences technologiques, comment elles s'intéressent au recrutement, à l'orientation, donc comment elles diversifient leurs propres compétences. Donc ça, je pense que l'hybridation du modèle organisationnel, elle est clé. Et ceux qui arrivent à traverser les crises sont ceux qui se sont hybridés de A à Z, en fait, pas juste distanciel, synchrone, asynchrone, voilà. Ça, je pense que c'est aussi simplifier l'accès. On a beaucoup parlé d'autocensure, de financement, mais aujourd'hui, voilà, il faut parfois attendre très longtemps pour accéder à des dispositifs. Donc, de plus en plus, on voit des entrées en formation qui sont en fil continu, enfin en continu, je veux dire, on entre dans un dispositif, on modularise les parcours. Donc, cette souplesse, cette flexibilité, elle est clé parce qu'elle correspond à un besoin du monde du travail et des individus, des attentes des individus. Et puis après, je pense que peut-être un dernier point, c'est aussi d'être plus proche des bénéficiaires, des individus, des apprenants, de s'intéresser à eux, de comprendre leur environnement, de comprendre leur réalité, je pense que vous en avez beaucoup parlé, de les interviewer, d'aller faire des tests utilisateurs, d'aller faire des observations en situation de travail, juste de vraiment prendre le temps de se pencher sur l'individu qui, au bout de la chaîne, apprend et se forme et évolue professionnellement. Comme il n'est pas toujours client, on a un peu tendance à l'oublier. Et donc, je pense que c'est important d'être très orienté, bénéficiaire et apprenant. Et un tout dernier point, c'est démystifier le digital et apprendre à maîtriser les outils du digital. Aujourd'hui, on a des technologies qui sont ce que WordPress était au web il y a 20 ans et ce que PowerPoint a été il y a 40 ans à la présentation. Aujourd'hui, PowerPoint est devenu un outil utilisé par les formateurs, peut-être mal, hein, ça c'est un autre sujet, mais aujourd'hui on peut créer soi-même des contenus de qualité quand on a évidemment des bonnes bases pédagogiques. Il y a une vraie démocratisation de la création de contenu et je pense qu'il faut s'en saisir parce que c'est une vraie opportunité pour améliorer l'expérience, proposer des choses plus innovantes, plus flexibles et puis aussi pour les mettre à jour parce que la mise à jour est un autre sujet, enfin, voilà, pour en reparler. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ces sujets de mise à disposition des compétences, de leur évolution, et puis ces outils qui nous permettent d'être au service de l'humain et de l'expérience, comme vous disiez à l'instant. Nora Yennek, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. Alors, je pense que je partirais de ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est-à-dire le développement en fait d'un écosystème apprenant et qui permet de créer des occasions comme ça, de pouvoir effectivement échanger. On l'a vu là avec les différentes interventions et tout ce que vous avez pu poser, qu'au-delà de la question pédagogique très micro, hein, moi j'ai pris le point de vue micro centré sur l'individu, ses processus d'apprentissage, mais aussi ses motivations. Alors j'ai pas développé la motivation en dehors du cadre des apprentissages. On voit bien qu'effectivement dans le cas de l'apprentissage adulte, il se passe aussi bien d'autres choses et que se pose la question des modèles économiques, effectivement.
éléments qui sont embarqués par l'évolution de toutes ces technologies, la question de l'accessibilité au sens large, etc. etc. Donc voilà, donc je pense que déjà avoir l'occasion de pouvoir justement avoir ce type d'échange aux différents niveaux et de pouvoir se comprendre, parce que je pense que sans doute il y a eu une évolution assez importante. Peut-être Philippe, si tu voudras rebondir là-dessus par la suite, si tu es d'accord, parce que finalement aujourd'hui, on parle déjà ce que je voulais dire, c'est que la recherche, en tout cas dans la formation pour adultes aujourd'hui, elle est pragmatique. Elle n'est pas complètement en dehors des préoccupations de terrain. Donc moi, pour le coup, très clairement, je milite dans mon activité. Un chercheur comme vous voilà, qui dit ça. Et du coup, je vous dis ça parce que là, j'ai pris plutôt une casquette de chercheur et donc pour vous parler du sujet, mais j'ai aussi en fait une casquette de praticienne. On a au sein de l'IFIS, qui est l'Institut de formation des industries de santé, en fait, créé un laboratoire de recherche donc, que je dirige, alors en étant à la fois universitaire, puisque rattaché à l'Université de Paris-Nanterre, mais à la fois finalement intégré dans l'écosystème d'un organisme de formation qui forme les salariés des industries de santé sur des sujets réglementaires. Aussi on est bien, tous sauf hors sol. Hein. Voilà, et on est tous sauf hors sol. Donc en fait, là, on n'aurait pas le temps de développer, mais sur toutes les questions de comment est-ce qu'on applique tout ce qu'on a pu raconter, je veux dire, on a pléthore de projets. On a aujourd'hui aussi quand même, et je pense que ça, pour le coup, c'est quand même une chance en France, la possibilité d'avoir des aides au financement de la recherche pour pouvoir développer de l'innovation. Alors effectivement, encore faut-il pouvoir décrypter, s'en saisir, etc. Mais c'est quand même aussi des opportunités de pouvoir aller regarder justement les spécificités des différents terrains que vous avez évoqués et de regarder comment est-ce que les résultats de la recherche qu'on a développés peut-être dans d'autres écosystèmes peuvent venir éclairer peut-être effectivement, du coup sous un angle un peu différent, des regards que vous pouvez avoir aujourd'hui. Voilà, donc je conclurai, je pense, là-dessus. Merci beaucoup. On va vous laisser la conclusion, Philippe Carré, avec grand plaisir. Conclusion, vous êtes drôle là. Ah bah oui, mais quand même. Nous faire rire, quoi. Non. Parce que c'est le programme maintenant, c'est aux acteurs institutionnels de reprendre le programme qui s'ébauche là. Ah bah je vais dire 3 trucs très très vite. D'abord, c'est qu'indéniablement, elle le sait bien, puis un certain nombre de personnes dans la salle le savent aussi. Il manque dans ce pays une structure de recherche-développement. C'est-à-dire recherche opérationnelle, de recherche finalisée sur les pratiques, mais qui soit une structure de recherche, une fois de plus, ancrée dans la pratique, qu'on modère et qu'on améliore ou qu'on essaye de réformer ce clivage absolument mortifère entre les chercheurs qui ont le nez dans les étoiles et qui se cassent la figure, enfin qui ne font rien pour retenir sur leur bicyclette, et puis les praticiens, les professionnels, les experts qui ont le nez dans le guidon et qui n'ont pas le temps de regarder dans les étoiles. Et il faut trouver un endroit où on peut à la fois, une institution, où on peut, et ça a existé, la délégation à la formation professionnelle jusque dans la fin du XXe siècle, sous la houlette de gens comme André Grenouillac ou André Voisin, qu'on regrette beaucoup, animait ça. Il y avait une publication, des colloques tous les ans et un vrai milieu hybride, pour le coup, de recherche-développement. Donc là, je ne suis qu'acquis à ça. Puis deuxième chose, très très vite, je crois que j'ai mentionné... On a encore 5 minutes, prenez votre temps. Oui, mais il y a du monde. J'ai mentionné Socrate au début. Et les parents de Socrate. Je dis ça parce que c'est une découverte que j'ai faite ces dernières semaines. C'est le métier des parents de Socrate. Peut-être il y a un helléniste dans la salle qui va... Très bien, la maman. Parfait. Et le papa? Il était sculpteur. Et quand on regarde, alors peut-être c'est parce que je suis obsédé par ce changement de culture graduel et qu'effectivement, après un certain kilométrage et quand on a été témoin de... Moi, je suis rentré en formation à 25 ans et donc maintenant, ça fait presque non, pas tout à fait, mais presque un demi-siècle de ça. Donc je suis sensible à cette transformation de culture énorme qu'il y a entre la culture du sculpteur et la culture... C'est difficile à dire. Et la culture de la sage-femme. C'est-à-dire entre le projet de transformer autrui qui caractérise les stades initiaux de nos métiers, c'est-à-dire le fait de former quelqu'un, lui donner la forme, et la maïeutique, c'est-à-dire l'accompagnement, la facilitation de l'éclosion des talents des personnes. Ça fait très angélique comme ça, mais je trouve que vu à travers Socrate, ça a du sens. Et donc pour terminer, citer plus récent que Socrate, mais tout de même quelqu'un, et souvent je ne peux pas m'empêcher de citer cette merveilleuse phrase de Bertrand Schwartz, un adulte ne se formera que s'il ou elle trouve dans la formation une réponse à ses problèmes dans sa situation, ce qui fait écho avec tout ce qu'on a entendu, je crois, cet après-midi. Merci beaucoup. Écoutez, c'était vraiment passionnant. On peut les applaudir
tous les 6. Caroline Théré, Pascal Dartois, Nathalie Leprat, Antoine Amiel, Nora Yenec, on va y arriver. Et puis Philippe Carré. Merci beaucoup pour votre contribution. C'était très éclairant et passionnant. On va poursuivre d'ici quelques minutes avec la dernière table ronde de cette belle journée. Je vous rappelle qu'il y a des ateliers en digital. Patrice Guézou y faisait référence tout à l'heure. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ce que disait Antoine Amiel, vous avez plus d'infos dans le replay de l'atelier B1 EdTech, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers, je vous le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que nous allons avoir une dernière table ronde. Oui, j'en parlais, et on en parlait depuis le début de cette journée sur l'Europe. De la loi Delors, donc là, on se projette 50 ans en arrière, et là, on est un petit peu en avance. Ils sont un peu dissipés ici dans la salle, alors que vous qui nous suivez êtes attentifs. De la loi Delors à la PFUE 2022, quelle impulsion de l'Europe pour la formation. Je voudrais remercier infiniment aussi Marilyn Jasbert qui a préparé cette table ronde avec beaucoup de passion, d'enthousiasme et qui m'a beaucoup aidé. Il est quelle heure? Il est 15h58. On s'accorde un petit quart d'heure. On se retrouve à 16h15 pour cette dernière table ronde. Merci à vous de nous suivre à distance. À tout à l'heure.